Hardigan. Bonjour et bienvenue dans Chapitre 0, le podcast produit par Hardigan et présenté par Arnaud Leridan. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une invitée dont la voix, le parcours et l'énergie marquent tous ceux qui la croisent, Sophia Morgavi. Artiste, professeur de chant, coach à la Starac, elle nous embarque dans les coulisses de son métier et de sa vie, entre le fameux petit train, ses rencontres fondatrices, ses techniques vocales et les moments qui ont façonné son parcours. Elle partage tout dans son livre « Eh bien, chantez maintenant ». Bonjour Sophia Morgavi. Bonjour Arnaud. Enchanté. Alors, vous avez débuté votre carrière lyrique sur un air de Wagner. Qu'est-ce que ce moment dans la Valkyrie a représenté pour vous dans votre vie d'artiste ? C'est un grand moment. C'est un moment qui a validé des années de travail technique avec ma maestra, Andrea Guillot. Et c'est être engagé pour jouer une Valkyrie, une des 8 Valkyries dans un opéra qui est l'opéra de ma ville, l'opéra de Toulon. J'ai trouvé ça extrêmement flatteur et ça a validé ma technique vocale. Et je trouve que ce moment-là a apporté beaucoup de force à ma vision ensuite du travail, de la voix, puisque c'est un rôle difficile. Il fallait pouvoir chanter ce qu'on appelle la quinte aiguë. Et la quinte aiguë, c'est pouvoir balancer le fameux contrut attendu par tous les aficionados de l'opéra. Et donc, ce moment-là a été fondateur. D'autant que moi, je me suis toujours attachée à comprendre pourquoi on m'engagé dans tel ou tel rôle. Et Helmving, une des 8 Valkyries, donc les Valkyries sont des guerrières célestes qui vont ensuite récupérer les héros morts au combat. Et Helmving, c'était une des plus intrépides, puissantes, courageuses, audacieuses. Je lui dis, tiens, on me voit dans ce personnage-là, même si la voix correspond, il y a aussi le tempérament. Donc ça a donné le ton de tous les personnages que j'allais incarner par la suite, avec des femmes de tempérament et qui me ressemblent un peu. Élément fondateur, clairement. Absolument. Et justement, parmi toutes vos expériences qui ont suivi, laquelle vous a le plus façonné, celle qui a vraiment changé votre manière de chanter ou même d'enseigner ? Alors, je peux dire que toutes mes rencontres, toutes mes expériences ont nourri l'artiste que je suis et la femme que je suis devenue. Même les critiques qui piquent un peu m'ont construite parce que je me dis qu'il y a toujours un fond de vérité. Bien sûr, il faut que ça vienne de personnes compétentes parce que Exactement. Si les personnes ne sont pas compétentes, je passe mon chemin. Donc, toutes les rencontres ont été porteuses. Il y en a une cependant importante dans ma carrière de chanteuse, c'est Andrea Guillot et également dans ma carrière de pédagogue. Voilà, elle a vraiment mis une empreinte importante. Grâce à elle, au bout de quelques semaines de travail, j'ai obtenu mon rôle à l'Opéra de Toulon dans la Valkyrie. Oui, une rencontre importante. Et justement, en parlant de rencontres, votre parcours est jalonné de rencontres marquantes comme celle-ci et de décisions, on pourrait dire, audacieuses. Vous êtes plutôt destin, intuition ou signe envoyé par l'univers dans vos choix et vos rencontres ? Alors, moi, j'ai envie de dire les 3, avec en plus le travail. Bien sûr. Le travail, le courage, le travail, l'audace. Oui, les signes du destin, pour moi, c'est important. Donc, le destin, c'est une porte qui va s'ouvrir. L'intuition, c'est le moment où je vais me dire, tiens, c'est bon, ça, c'est un rôle pour toi, vas-y. Et quand j'ai pensé ça, chaque fois, ça marchait. Ou c'est la bonne personne, ou c'est le moment, l'année où il faut y aller. Et ensuite, oui, les signes que m'envoie l'univers, c'est un petit clin d'œil qui me dit, yes, c'est bon. Si je vous dis, là, comme ça, gants de canard, qu'est-ce qui vous vient en premier ? Ah là là, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Le gant de canard, aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire. C'est le détail qui tue. C'est le spoiler de l'univers. C'est-à-dire que je sais d'avance, je connais la suite de l'histoire grâce à un détail, un objet. Je me dis, c'est pas ton chemin, c'est pas ton histoire, ça t'appartient pas. C'est moi que je remets en question à ce moment-là. C'est pas la situation ou la personne que j'ai en face de moi. Je me dis, c'est pas pour moi, c'est pas la bonne route. D'accord, oui, une intuition, la quintessence de l'intuition. Absolument. C'est en même temps le langage non verbal.
Le petit détail qui me dit non, mais ça matche pas avec ce que je veux faire. C'est pas ça, là, tu perds ton temps. C'est sympatoche, mais tu vas pas rester trop longtemps dans cet univers-là parce que la vie est trop courte. Et moi, je veux que ma vie soit une fête. Une excellente résolution. Alors, on va parler un peu de la Star Academy. Comment l'aventure Starac, comme on dit, a-t-elle commencé pour vous? Qu'est-ce qui vous a ouvert les portes du château en tant que professeur? Eh bien, une rencontre. Voilà, une rencontre. Ben, j'ai que des anges sur mon chemin. C'est Eric Jettner, qui est un magnifique artiste, un chanteur de comédie musicale, que j'ai coaché avant de passer. Il y avait une audition pour Notre-Dame de Paris avec Richard Cocciante. Et il m'a dit, c'est important. Et je l'avais entendu, je l'avais vu. J'ai dit, tu as une voix magnifique, Eric, mais il faut que je te replace ta respiration. Parce que, en fait, c'est ce que tu vas montrer, on va dire, c'est chouette ce qu'il fait, mais il y a un truc qui va pas. Mais les personnes en face vont pas forcément penser que c'est parce que tu respires mal. Donc, tu seras toujours l'éternel second si tu mets pas ça en place. On a fait un coaching, c'était pendant le Covid. On était donc en visio. Et il me rappelle pour me dire yes, je suis pris dans le rôle. Et il vient de finir la tournée, ça fait 4 ans qu'il tourne. Il va un peu partout dans le monde avec Notre-Dame de Paris, avec la troupe. Moi, je suis allée le voir, c'était au Palais des Sports, je crois. Je confonds toujours Palais des Sports. C'est ça. Et c'était magnifique. Et donc, Eric avait fait une émission avec Jeanne Collin. Incroyable talent. Jeanne Collin avait adoré Eric parce que c'est un artiste formidable et humainement aussi. Et il lui a dit, écoute, il faut absolument que tu castes, si tu cherches une coach, Sophia. Et voilà. Et c'est parti d'un SMS qu'Eric a envoyé à Jeanne. Et Jeanne, quelques mois après, faisait passer des auditions pour chercher un coach vocal. Donc, j'étais pas la seule à caster. Moi, c'est ce que j'ai cru au départ. J'ai cru que j'étais seule, mais en fait, non. Il y a plein de gens qui passaient l'audition. Et voilà. Tout simplement. Et puis, ça a matché. Ben, parfois, c'est la simplicité qui prime, oui. Effectivement. Et du coup, à propos de votre coaching, vous avez carte blanche pour construire vos cours ou il y a un cadre à respecter, on vous impose un certain cadre? Alors moi, déjà, on ne m'impose rien. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est clair. Je ne vais jamais dans un lieu pour le travail, pour quoi que ce soit, où on m'empêche d'exister dans ma créativité. Parce que de toute façon, à un moment donné, je vais pas être heureuse et je préfère m'en aller. Et c'est arrivé que je quitte des productions parce que j'étais pas heureuse et que je trouvais que c'était injuste. Donc là, je peux vous dire que je fais ce que je veux. La production m'a laissé carte blanche. Je crois qu'ils aiment bien mon côté, mon petit grain de folie et la manière, ma pédagogie qui reste ludique et rigoureuse. Et j'ai eu des échanges avant la rentrée avec Mathieu Vergne. Et je lui dis, écoute Mathieu, j'adorerais donner des cours particuliers parce qu'on a bien vu les progrès chez Charles et il faut que tout le monde en profite. Donc ça a été validé. Tout ce que je propose est validé parce que c'est corrélé avec l'objectif qui est de faire progresser les élèves. D'accord. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et alors on parle de Charles. Est-ce que vous n'avez vraiment jamais eu de chouchou dans l'émission? Même pas un petit crush pédagogique, justement, Charles, par exemple? Alors, le chouchou, c'est le fantasme. C'est un peu comme à l'école, finalement. Oui. La maîtresse, on se disait, elle a un chouchou qui est au premier rang. Et on a tous pensé ça, que la maîtresse avait des chouchous. En réalité, moi, je ne suis pas une supportrice. Je suis une prof et je suis là pour faire progresser tous les élèves. La différence, c'est ce que peut-être ressent le public. C'est qu'on a eu Charles à un moment donné qui a eu besoin de moi. On m'a dit, il faut que tu le fasses travailler. Je me dis, je peux pas l'abandonner, ce gamin. Il a une voix exceptionnelle. Il y a un détail qu'il n'a pas, il ne sait pas respirer. Ah, toujours. Et donc, il ne sait pas respirer, il ne sait pas soutenir. Quand il saura respirer et soutenir, qu'il pourra prendre conscience du travail musculaire, il chantera juste. Eh bien, comme Charles est un élève offert, on a collaboré tous les deux dans notre travail et il a donc progressé. Charles a fait des progrès, il l'a fait entendre dans Caruso à l'antenne et c'est devenu ma carte d'identité. Mais ce travail-là, Arnaud, je l'ai fait pendant plus de 30 ans et j'en ai des centaines de chouchous en France. J'en doute pas. Donc non, je n'ai pas de chouchous. J'aime bien quand les élèves sont offerts. C'est beaucoup plus facile et c'est flatteur lorsque on entend à l'instant T les progrès des élèves. Et je termine, si Charles avait foiré son intervention au Prime, jamais on n'aurait dit c'est le chouchou de Sophia. Il a réussi
Et donc, c'est mon chouchou. Voilà. Très bien. Ça doit être gratifiant en tant que professeur, en tout cas, de constater ces progrès Toujours au fil du travail. Ouais. Ouais. Et justement, qu'est-ce que vous gardez de vos expériences de professeur, que ce soit à la Starac ou au collège ou au conservatoire? Qu'est-ce qui vous a le plus appris en tant que professeur? Eh bien, ce sont mes collégiens. J'ai enseigné pendant 12 ans en collège. Et dans des collèges, à l'époque, on disait des zones d'éducation prioritaire, où il fallait captiver l'attention de mes élèves. Donc, ces élèves-là ont fait appel à ma créativité. J'ai dû être challengée systématiquement, me renouveler, et surtout, j'étais dans l'échange, la communication. J'ai compris que l'enseignement n'était pas vertical et que c'était collaboratif. Il fallait communiquer avec ces petits, comprendre ce qu'ils écoutaient comme musique et créer du lien pour travailler dans la joie. Donc, le secret, c'est la rigueur, la joie, l'empathie, le respect, la communication. Et puis aussi, mes élèves amateurs. Mes élèves amateurs, c'est l'amour de l'art. Et quand ils sont là pour apprendre pour l'amour de l'art, on trouve une forme de sincérité chez eux, parce qu'ils ne sont pas là pour performer, mais parce qu'ils aiment réellement la musique ou le théâtre. Et donc, ces élèves-là m'ont formée en tant que pédagogue. C'est comme ça que j'ai pu faire appel à ma créativité, à avoir une pensée ludique pour leur apprendre dans la joie rapidement à chanter ou à jouer. C'est très important, ça, cet aspect travailler dans la joie, apprendre dans la joie. C'est vrai qu'on en est dans un pays où l'enseignement est très académique, oui. En tout cas paradoxalement pour l'art. Et je trouve que vous abordez un sujet très important. Là, il faut apprendre dans la joie, et les amateurs ont presque que la joie, effectivement, et c'est là qu'ils sont très épanouis. Et... Ah bah oui, on voit des progrès incroyables. Moi, j'ai une troupe à Toulon. Maintenant, ils sont tous devenus des amis. Ça fait une dizaine d'années. C'est le cabaret des curiosités. Et je monte des ouvrages. On a chanté du Kurt Weill, joué du son acolyte, aidez-moi. Brecht. Voilà, Kurt Weill et Brecht. Eh bien, on monte des ouvrages dans la joie, le plaisir, et c'est souvent très agréable à les voir progresser. Et ça se ressent dans le public. Comment vous sentez la promo 2025 de la Star Academy? Est-ce que vous savez déjà, vous pressentez un défi pour cette nouvelle saison? Alors, cette nouvelle saison, eh bien, ce sont des artistes en herbe qui, pour certains, avaient des certitudes. Alors, la certitude, c'est ce qui empêche de progresser. Et pour d'autres qui, au contraire, se sont remis en question et ont fait rapidement des progrès. Et on retrouve comme ça une promo dynamique, concentrée, avec un objectif. Là, aujourd'hui, je vous parle, et c'est ils jouent leur place pour la tournée. Donc, il y a des enjeux, et en même temps, je leur dis toujours, ne perdez pas le principal, la joie au cœur. Gardez la joie au cœur. Ça va ouvrir vos oreilles et ça va vous permettre de donner au public. Donc, c'est une promo qui est très motivée, qui travaille énormément, très en demande, très à l'écoute, très concentrée. Très bien. Et justement, vous parliez d'élèves qui ont des certitudes. Qu'est-ce qui est le plus difficile, apprendre ou désapprendre ? Pour moi, c'est plutôt désapprendre. Moi, je dis toujours à mes élèves, écoute, tu sais chanter, mais il y a des choses que tu ne sais pas encore faire. On va garder ce que tu es capable de faire, et en revanche, je vais modifier les choses. Attention, tu vas avoir l'impression que je te retire ta voix. Tu vas avoir l'impression que je diminue ta puissance. Tu vas avoir l'impression que je t'amène vers un répertoire que tu n'aimes pas. La réalité, c'est ça. Si tu as des certitudes, si tu dis, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois chanter, on est foutu. L'élève qui est ouvert d'esprit, parce que rien n'est figé dans le temps, avec le travail, ça peut évoluer, je leur dis. Mais je vais jamais enlever ta nature vocale. Je vais juste la bonifier avec une technique saine qui te permettra de développer ta voix dans toute sa splendeur. Donc je rassure. Très bien. Il faut quelque part déconstruire pour construire autre chose de plus beau. Je suis d'accord. Et ça peut être parfois stressant. Alors justement, pour celles et ceux qui stressent avant de chanter ou même de prendre la parole, comment on apprend à se détendre vraiment ? Eh bien, je vous invite à lire mon livre.
Excellente réponse. Où il y a tout un paragraphe, c'est les secrets de la maga. Maga, c'est un surnom qu'on me donnait quand j'étais enfant. En italien, ça veut dire sorcière ou magicienne. Voilà. Donc, mais je vais quand même dire à ces gens-là, vous n'êtes pas seuls. Le trac, c'est naturel. Et il faut juste essayer d'analyser ce qui se passe dans l'esprit, dans le corps. Et on régule. Ce sont des hormones négatives. L'adrénaline, cortisol. Il n'y a plus qu'à transformer. C'est de la chimie corporelle. Mais moi, ce qui m'aide bien, donc je le partage avec vous, avant d'entrer sur scène, j'ai le trac. Mais je l'ai transcendé, ce trac. Je l'ai beaucoup travaillé, notamment en faisant de la sophrologie. J'ai une petite phrase. Le trac est une vue de l'esprit. Il n'y a pas mort d'homme. Donc j'ai cette phrase dans ma tête et je donne mon trac à la personne qui est sur scène mais qui ne joue pas. Hein. En général, c'est mon régisseur et je dis, là, le dernier en date, c'était Fred, je lui fais un petit clin d'œil dans Ménopause. Henri me dit, mais Sophia, tu n'as pas le trac, tu as 3,5 millions de téléspectateurs qui te regardent à la télé. Mais c'est pas pareil, Fred. Si, je sens que mon cœur bat et je dis, j'ai le trac. Et en faisant ça, j'ai verbalisé, j'ai mis le mot trac à l'extérieur de mon corps. Je lui ai donné le rideau s'ouvre et c'est fini. Voilà. Ça m'appartient. C'est mon rituel. Mais il faut avoir un doudou mental et c'est à vous de le trouver. Très bien. Merci pour ces conseils. Alors, il y a le trac, mais aussi quand on débute, il y a parfois des pièges à éviter. Quels sont, à votre avis, ceux qui nous empêchent de progresser, les pièges les plus redoutables ? C'est ça, c'est d'avoir des certitudes Oui, et des désirs esthétiques. Comme je dis dans mon bouquin, quand on fait du 39, on fait pas du 40. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu as la voix pour chanter Juliette de Gounod, t'as pas la voix pour chanter la Tosca. Si tu excelles dans de la pop et que là tu as une facilité déconcertante à belter, eh bien t'es un belteur ou une belteuse, eh ben tu vas travailler ce répertoire. Et bien c'est qui peut le plus peut le moins. Tu pourras faire autre chose. Mais si tu as une voix qui se déplace quand tu beltes et que t'es beaucoup plus authentique, sincère en utilisant une voix plus légère. C'est ce répertoire qu'il faut chanter. Voilà, il faut pas se prendre un mur en permanence. Il faut accepter une réalité corporelle, physiologique. Donc, le conseil que je donne, c'est ça. Il faut accepter aussi, j'imagine, justement, de ne pas savoir tout faire et c'est complètement OK. Oui, tout à fait, Arnaud, bien sûr. Ouais. Ça n'existe pas de savoir tout faire. Donc, c'est très prétentieux de penser ça. Bien sûr. Et il faut s'orienter vers du répertoire. On peut avoir la curiosité de tout travailler. Mais le moment venu, quand on est un professionnel, de toute façon, ce sont les autres qui décident. Moi, tous les rôles qu'on m'a donnés, jamais je me serais imaginé. C'est étonnant, on demande de faire une Valkyrie, je sors du conservatoire. Incroyable, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, j'ai pensé que mon premier rôle serait plus léger, par exemple. Donc en fait, ce sont souvent les autres producteurs, metteurs en scène, qui vont entendre cette singularité et qui vont la mettre en lumière. Très bien. Et justement, en parlant de singularité, puisqu'on est tous différents, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement et simplement les différents types de voix et mon petit bonus, voilà, la mienne, par exemple, je suis plutôt quelle tessiture selon vous ? Écoutez, vraiment, je pense baryton. Baryton. Donc, chez les hommes, la voix la plus grave, c'est la voix de basse. Ensuite, on a la voix de baryton. Après, on a le ténor, et puis on a la voix de tête de contre-ténor ou falsetto. Hein. Chez les femmes, on a la contralto, la mezzo, la soprano. À l'intérieur de ces catégories vocales, nous avons des sous-catégories, c'est-à-dire, alors c'est pas péjoratif, le baryton Martin, baryton ténorisant, Martin du chanteur du 19e siècle qui s'appelait Martin, parce qu'il avait la possibilité de chanter aussi bien des aigus que des graves. D'accord. La basse profonde, la soprano coloratour, la soprano lyrique, la mezzo dramatique, la mezzo coloratour. Donc en fait, il y a plein de catégories et ça dépend de notre typologie vocale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est basse, baryton, ténor, contralto, mezzo-soprano, soprano. Très bien, c'est très clair. Et est-ce qu'on constate des différences alors pas de tessiture, mais entre les voix parlées et les voix chantées chez une même personne ? Est-ce qu'on a des écarts comme ça de...
Oui, quand on a, je crois sincèrement au mimétisme vocal. D'accord. On a une référence qui est la famille, la voix de la mère, la voix du père. Donc on a un ADN déjà vocal, et ensuite, tout ce qu'on va vivre dans la vie, j'en suis persuadée, c'est holistique. Nos croyances, nos désirs, qui on est, qui on fréquente, comment on évolue, ce qu'on aime, ça impacte la vocalité. Exemple, lorsque vous êtes dans une réunion entre potes, parfois on a des tics de corps, des langages, on est là hyper cool, hein, ouais super, t'as passé une bonne soirée. Bon voilà, on a des codes sociaux qui nous permettent d'identifier des groupes. Et parfois, j'ai que ce soit des hommes ou des femmes, des hommes qui ont un rapport très proche avec la maman, qui vont avoir un peu plus d'aigu dans la voix, par mimétisme vocal, parce que voilà, cette présence-là est rassurante, réconfortante. Et l'inverse, des femmes qui vont énormément parler comme ça, sur la gorge, mais en réalité, elles sont soprano. Moi, je suis soprano lyrique, mais je peux vous parler comme ça. Et si je vous tiens une conversation comme ça tout du long, on va dire waouh, elle est contralto, c'est une voix de baryton. Donc voilà. Donc en fait, oui, ça donne des informations, mais elles ne sont pas figées. D'accord. Quel est votre exercice favori, celui que vous aimez transmettre particulièrement dans vos cours ? Moi, je trouve que tous mes exercices sont sympas. Mais peut-être il y en a un qui est intéressant. On peut le tester sur vous si vous voulez. Ah bah oui, volontiers. C'est le waouh, génial. C'est bon ça. Qu'est-ce que c'est ? Parce que dans cet exercice, on entend tout le spectre vocal. D'accord. Donc waouh, la voix de poitrine, génial, la voix mixte. C'est bon ça. Qu'est-ce que c'est ? La voix de tête. Ok. Donc, et quand j'ai quelqu'un qui chante, si je vous demande de chanter une comptine, vous voulez bien chanter quelque chose ? Ah, vous me prenez de court. Une comptine. Oui, est-ce que vous voulez une chanson ? J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en n'auras pas. J'adore, vous chantez hyper juste. Ok, et maintenant on va faire waouh, génial. Waouh, génial. Waouh, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Et on va chanter dans cette profondeur. Ok. Waouh, génial. Waouh, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en n'auras pas. Voilà, mon cher. Ok, super, Hein ? Merci. Excellent exercice. On va arriver à la fin du podcast. S'il ne devait rester qu'un seul conseil pour les futures chanteuses et chanteurs, quel serait ce conseil que vous donneriez ? Ne pas chercher à performer. Bien sûr. Être sincère, prendre appui sur l'émotion du personnage qu'on incarne, sur le texte que l'on chante, ce que l'on veut transmettre au public. La performance, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, on peut décrocher. Donc la sincérité et la simplicité du geste vocal. Je suis assez d'accord. La sincérité par-dessus la technique, Ouais. c'est tout à fait juste. Dernière question, est-ce que vous avez tout dit dans ce livre ou on peut espérer une suite avec un deuxième opus de vos secrets de voix, peut-être ? Moi, j'ai envie de dire, tant que j'ai des voix à libérer, je n'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre. Excellent, excellente réponse. Merci beaucoup, Sophia. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour vos réponses et vos Merci conseils. Arnaud, merci à vous. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Chapitre 0. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.